Les gens comme vous n'entrent pas dans une banque avec un chèque de 3 millions de dollars, déclara Diane Prescott, tenant le chèque comme s'il s'agissait d'une preuve contre Byron Mercer. La salle devint silencieuse. Certains clients détournèrent les yeux, d'autres levèrent leur téléphone portable. Byron resta devant le comptoir, son vieux manteau bien ajusté et ses mains calmement posées sur sa serviette. Il aurait pu révéler qui il était, mais il préféra observer jusqu'où elle irait sans vérifier le moindre fait. Il avait appris très tôt que l'apparence poussait beaucoup de gens à prendre une décision avant même d'écouter les explications, et cette salle en était la confirmation. Quelques minutes plus tôt, Byron avait garé sa vieille berline devant la Allstate National Bank, sur l'avenue Ellsworth. La voiture portait les marques du temps et avait appartenu à Grace, sa défunte épouse. Même s'il pouvait en acheter une autre, il la conservait à cause des souvenirs des voyages simples qu'ils avaient faits ensemble. Sur le siège passager se trouvait une serviette contenant un chèque de 3 millions de dollars, provenant de la vente d'une ancienne participation dans une entreprise. Byron destinait cette somme aux fonds éducatifs, créés en hommage à Grace, qui offrirait des bourses à de jeunes personnes talentueuses. Déposer le chèque était sa dernière tâche, avant de rentrer chez lui pour s'occuper des rosiers préférés de son épouse. En entrant, Byron remarqua les regards. Ses vêtements étaient propres, mais les poignets de son manteau révélaient des années d'utilisation. Il attendit dans la file pendant qu'une cliente passait devant lui sans demander la permission. Kyle Bradshaw accueillit cette femme avec enthousiasme, mais ignora ensuite Byron. Emma Callahan, récemment embauchée, commença à se lever pour l'aider. Mais Diane quitta son bureau et traversa la salle avant elle. Diane dirigeait l'agence comme si cet espace était un club privé. Elle gardait les cheveux attachés, portait un blazer impeccable et ne réservait son sourire qu'aux personnes qu'elle jugeait importantes. Elle s'approcha de Byron sans même le saluer. « Monsieur, avez-vous besoin d'un renseignement ?»« Bonjour, je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, » répondit-il. Byron ouvrit sa serviette et fit glisser le document sur le comptoir. Diane regarda rapidement le montant, puis examina l'homme qui se tenait devant elle. Au lieu de vérifier le nom, le numéro du compte ou l'établissement émetteur, elle fronça les sourcils. « 3 millions de dollars ? Exactement. Et d'où vient cet argent ? De la vente d'un investissement. La banque émettrice a confirmé la libération des fonds aujourd'hui. Il vous suffit d'appeler la personne responsable dont les coordonnées figurent sur le document. » Diane demanda une pièce d'identité. Byron lui remit son permis de conduire. Elle exigea un autre document et il présenta une carte officielle avec photographie. Malgré cela, elle retourna plusieurs fois les cartes entre ses mains, cherchant quelque chose qui pourrait justifier la méfiance qu'elle avait déjà formée dans son esprit. « Les documents peuvent être falsifiés », commenta Kyle en s'approchant avec un sourire discret. Diane acquiesça, satisfaite de recevoir du soutien. « Exactement. Les tentatives de ce genre se produisent fréquemment à l'approche de l'heure de fermeture. » Un client âgé laissa échapper un rire. Une autre personne commença à filmer. Byron respira lentement. Il n'avait pas élevé la voix, provoqué de retard ni refusé la moindre demande. Pourtant, tout le monde semblait accepter la version de Diane avant même qu'une enquête ait commencé. « Vous pouvez résoudre cette situation en moins d'1 minute, » dit Byron. « Appelez le numéro imprimé sur le chèque, communiquez le code de référence et confirmez la disponibilité des fonds. »« Ce n'est pas à vous de m'apprendre comment diriger mon agence, » répondit-elle. « Je ne vous apprends rien, je vous indique seulement la procédure la plus simple. » Son calme l'irrita. Diane saisit les informations dans l'ordinateur et lorsque le compte apparut à l'écran, son regard changea. L'historique était ancien, régulier et important. Cependant, reconnaître cela devant les clients aurait signifié admettre que sa première impression était fausse. « Je vais bloquer temporairement ce compte pour procéder à une analyse », annonça-t-elle. Byron inclina légèrement la tête. « Ce compte existe depuis 30 ans. Je vous recommande de vérifier vos informations avant de modifier quoi que ce soit. » Est-ce une menace? C'est un conseil. Emma s'approcha prudemment. « Madame Prescott, je peux appeler la banque émettrice. Ce serait vraiment rapide. » Diane se retourna brusquement. « Emma, retournez à votre caisse et terminez votre comptage. » La jeune femme hésita, regarda Byron, puis retourna à sa place. Il lui répondit par un petit geste de gratitude. Au moins une personne dans cette salle était encore disposée à poser une question avant de le condamner.
Diane plaça le chèque devant la lumière et lut le nom complet. Byron évitait les interviews et menait une vie discrète malgré sa fortune. Pour elle, une personne riche devait porter des vêtements coûteux et afficher son pouvoir. Comme il ne correspondait pas à cette image, elle décida que le document était faux. « N'importe qui peut imprimer un nom », affirma-t-elle. « Alors confirmez-le auprès de l'établissement qui a émis le chèque », répéta Byron. « Je ne vais pas perdre mon temps avec une histoire inventée. » Elle leva le document afin que tout le monde puisse le voir. « Ce chèque n'est pas authentique. » La salle retomba dans le silence. Travis Boyd, l'agent de sécurité de l'agence, observait la scène près de la porte. Il ne voyait aucune agressivité chez Byron, seulement un homme patient traité comme un coupable sans la moindre preuve. Malgré cela, il attendit les ordres. Diane aurait pu tout arrêter à cet instant. Il lui suffisait de passer un appel. Au lieu de cela, sous la pression des regards, et incapable de revenir en arrière, elle plia le chèque en deux. « Dernière occasion, » dit Byron. « Vérifiez-le avant de commettre une erreur. » Elle déchira le papier. Le léger bruit traversa toute la salle. Diane déchira de nouveau les deux moitiés, puis jeta les morceaux sur le comptoir. Certains touchèrent la poitrine de Byron. D'autres tombèrent près de ses chaussures. Kyle retint un rire. Emma porta la main à sa bouche. Travis comprit que la situation avait dépassé toutes les limites d'une procédure professionnelle. Byron regarda les fragments dispersés. Puis il se baissa, en ramassa un et le garda dans la paume de sa main. Lorsqu'il regarda de nouveau Diane, sa voix était toujours aussi calme. « Vous venez de commettre l'erreur la plus coûteuse de votre carrière. » Diane tenta de conserver son assurance, même si son sourire trahissait déjà sa nervosité. « Partez maintenant avant que j'appelle la sécurité et que j'informe la direction. »« Vous pouvez appeler les deux, » répondit Byron. « Demandez-leur également de faire venir Gregory Sinclair. » Travis reconnut ce nom, mais Diane ne réagit pas. Gregory était le président régional responsable de dizaines d'agences. Elle interpréta cette demande comme une tentative d'intimidation. « Vous pensez pouvoir prononcer le nom d'un cadre dirigeant et me faire peur? Je n'ai besoin de faire peur à personne. Attendez simplement 4 minutes. » Diane fit un geste en direction de Travis. « Faites sortir cet homme de l'agence. » L'agent de sécurité se dirigea lentement vers Byron. Avant qu'il ne touche son bras, Emma quitta de nouveau sa caisse. « S'il vous plaît, ne faites pas cela. Nous pouvons encore vérifier le chèque. »« Encore un mot et vous serez renvoyé vous aussi, » avertit Diane. Emma s'arrêta. Byron vit le conflit sur son visage et lui parla avec douceur. « Vous avez essayé de faire ce qui était juste. Ne vous en voulez pas. » Travis lui indiqua la sortie, évitant de recourir à la force. « Venez avec moi, monsieur. » Byron referma sa serviette désormais vide et marcha vers les portes. Les clients lui ouvrirent le passage. Certains filmaient, tandis que d'autres semblaient mal à l'aise. Diane retourna à son bureau comme si elle venait de résoudre le problème. Emma resta immobile. C'est alors que les portes automatiques s'ouvrirent. Un homme grand, aux cheveux gris, entra, une mallette à la main. Gregory Sinclair était arrivé pour une réunion confidentielle prévue avec Byron. En voyant Travis conduire le visiteur vers la sortie, il laissa tomber sa mallette sur le sol. « Monsieur Mercer ?» demanda-t-il, le visage complètement pâle. Gregory regarda Travis puis Byron et comprit qu'il s'était produit quelque chose de grave. La serviette vide, les morceaux sur le sol et le silence racontaient toute l'histoire. « Lâchez immédiatement Monsieur Mercer » ordonna-t-il. Travis retira sa main et recula. Diane se leva. « Monsieur Sinclair, heureusement que vous êtes arrivé. Cet homme a tenté de déposer un faux chèque et a refusé de quitter l'agence. » Gregory regarda la directrice, déconcerté. « Un faux chèque? 3 millions de dollars? Il a affirmé que cet argent lui appartenait. » « Parce qu'il lui appartient. » La réponse traversa la salle. Diane resta immobile, Kyle perdit son sourire et Emma respira avec soulagement, heureuse d'avoir eu raison. Gregory s'approcha de Byron. « Monsieur, je vous présente mes excuses. Je ne savais pas que vous viendriez personnellement. J'ai indiqué à votre équipe que le document pouvait être confirmé, » répondit Byron. Personne n'a voulu téléphoner. Gregory observa les fragments qui se trouvaient sur le sol. Le chèque a été déchiré. Madame Prescott a décidé que les gens comme moi ne pouvaient pas posséder 3 millions de dollars. Plusieurs clients baissèrent leur téléphone. Diane tenta de reprendre le contrôle. Je suivais les protocoles de sécurité. Quel protocole autorise à humilier un client
et à détruire sa propriété ?» demanda Grégory. Elle ne répondit pas. Grégory se tourna vers toutes les personnes présentes. « Voici Byron Mercer, fondateur d'Ardent Capital Partners. Son entreprise entretient l'une des plus importantes relations commerciales avec notre banque. Nous négocions avec lui un partenariat de 480 millions de dollars. » L'homme qui filmait ouvrit de grands yeux. La femme qui était passée devant Byron recula. Le client qui avait ri détourna le visage. Diane devint livide. Il n'a pas dit qui il était. « J'ai donné mon nom, présenté mes documents et fourni les informations de mon compte, » répondit Byron. « Vous avez tout refusé parce que mon manteau ne correspondait pas à ce que vous aviez imaginé. C'était un malentendu. »« Non, » dit Emma. « Monsieur Mercer nous a demandé plusieurs fois d'appeler la banque émettrice. Je l'ai également suggéré, mais vous avez refusé. » Diane lança un regard sévère à la jeune femme, mais elle n'avait déjà plus aucune autorité sur elle. Grégory ramassa l'un des morceaux du chèque. « Tout le monde restera à sa place. Les enregistrements des caméras de sécurité seront conservés. Personne ne touchera aux ordinateurs, ni ne supprimera de messages. »« Grégory, nous pouvons en parler dans votre bureau, » demanda Diane. « Vous avez fait tout cela devant les clients. Votre explication sera également publique. » Il inspira profondément. « Diane Prescott, remettez-moi votre badge professionnel et vos clés. Vous êtes immédiatement suspendue pendant que nous menons une enquête complète. Vous ne pouvez pas faire cela à cause d'une erreur. Je peux le faire à cause de vos décisions. Vous avez ignoré des documents, refusé une vérification, menacé une employée, détruit un chèque et expulsé un client légitime. » Diane regarda autour d'elle en cherchant du soutien, mais ne rencontra que des visages qui se détournaient. Travis s'approcha avec respect. « Madame, je dois vous accompagner jusqu'à la sortie. » Elle remit son badge. En passant devant Byron, elle essaya de parler, mais il leva la main. « N'essayez pas de vous justifier maintenant. Commencez par comprendre pourquoi vous avez agi ainsi. » Les portes se refermèrent derrière elle. La salle resta silencieuse. Grégory demanda à Emma de rassembler les morceaux. Elle les plaça soigneusement sur une feuille blanche. « Je suis vraiment désolée, monsieur Mercer, » dit-elle. « J'aurais dû insister davantage. Vous vous êtes levé alors que tous les autres sont restés assis. Le courage, c'est agir malgré la peur. » Grégory assura qu'un autre chèque pourrait être émis et traité, mais Byron refusa tout traitement spécial. « Je reviendrai lorsque cette agence sera prête à traiter toutes les personnes avec le même respect, et pas seulement quelqu'un d'important pour la banque. » Il regarda les clients. « Beaucoup d'entre vous ont filmé ce qui s'est passé. Peu ont posé une question. Lorsqu'une personne est traitée injustement, le silence contribue également à faire durer l'injustice. Personne ne répondit. Byron reprit sa serviette et quitta le bâtiment. Le lendemain matin, les vidéos circulaient dans toute la ville. Les images montraient Diane en train de déchirer le chèque, Emma demandant une vérification et Grégory reconnaissant Byron. La direction convoqua une réunion d'urgence. L'enquête mit au jour des plaintes ignorées, des comptes bloqués sans justification et des clients traités avec suspicion à cause de leurs vêtements ou de leur apparence. Le problème existait depuis longtemps. Il était seulement devenu impossible de le cacher. Diane fut licenciée. Kyle fut suspendu et dut suivre une formation. Travis raconta tout ce qui s'était passé et reconnut qu'il aurait dû remettre l'ordre en question. Emma fut félicitée pour avoir essayé d'empêcher la situation. Le président de la banque contacta Byron pour lui proposer une indemnisation, mais il refusa tout avantage personnel. « Je n'ai pas besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, » expliqua-t-il. « Je veux des changements qui protègent ceux qui n'ont ni mon nom, ni mes ressources, ni une personne puissante arrivant au moment opportun. » Il imposa des conditions pour maintenir le partenariat. Toutes les agences adopteront des règles transparentes, des formations, des canaux indépendants pour le dépôt des réclamations et des sanctions contre les humiliations. Aucune décision ne pourrait être fondée sur l'apparence, les vêtements, l'âge ou la richesse supposée d'une personne. La banque accepta. Le chèque fut réémis et déposé dans le fonds éducatif Grace Mercer. Les bourses aideraient des jeunes issus de communautés disposant de peu de possibilités à entrer dans des universités ou à suivre des formations professionnelles. Byron décida que la première sélection serait réalisée dans l'agence de l'avenue Ellsworth elle-même. « Je veux que cet endroit commence à ouvrir des portes, » dit-il à Grégory. « Pendant trop longtemps, certaines personnes ici se sont senties autorisées à les fermer.
Emma fut promue afin de participer à la formation des nouveaux employés. Lors de son premier cours, elle posa une copie du chèque réémis sur la table. « Le montant n'est pas la leçon principale », expliqua-t-elle. « La véritable leçon est qu'un client n'a pas besoin d'être millionnaire pour mériter le respect. » Travis participa également à la formation. Il raconta qu'il avait perçu l'injustice, mais qu'il avait laissé la peur de perdre son emploi commander sa décision. « Obéir ne supprime pas notre responsabilité », affirma-t-il. 3 mois plus tard, Byron retourna à la Holstead National Bank au volant de la même berline. Il portait le même manteau usé et transportait une autre serviette en cuir. Cette fois, une employée l'accueillit dès son entrée. « Bonjour, monsieur. Comment pouvons-nous vous aider ?» Il sourit. « Je voudrais effectuer un dépôt. » Emma s'approcha et lui serra la main. « C'est un plaisir de vous revoir, monsieur Mercer. » Un panneau présentant les droits des clients et le numéro de téléphone d'une équipe indépendante était accroché au mur. Près du comptoir, une plaque présentait le fonds éducatif Grace Mercer. Une jeune femme appelée Alana remplissait les documents nécessaires pour ouvrir son premier compte. Elle portait des vêtements simples et tenait une lettre confirmant qu'elle avait obtenu l'une des bourses. Emma lui présenta Byron comme le responsable du fonds. « J'en y serais jamais arrivé sans cette opportunité », dit Alana. « Profitez-en pleinement, répondit-il, et lorsque vous le pourrez, ouvrez une porte à quelqu'un d'autre. » Byron remit le chèque à l'employé qui vérifia les informations, confirma son origine et termina le dépôt sans faire le moindre commentaire sur son apparence. Il s'agissait d'un service ordinaire, exactement comme cela aurait toujours dû l'être. Grégory observait la scène de loin. Le partenariat avec Ardent avait été signé, mais ce n'était pas la plus grande victoire. L'agence avait changé parce que ses employés comprenaient désormais que le respect ne pouvait pas dépendre du solde d'un compte bancaire. En sortant, Byron s'arrêta devant les portes vitrées. Il pensa à Grace et imagina sa réaction si elle pouvait voir des jeunes étudier grâce au fonds qui portait son nom. Puis il entendit Alana remercier de nouveau Emma. Byron comprit que le chèque déchiré avait été reconstruit sous une forme plus grande que l'argent. Une occasion de transformer la honte en apprentissage, le silence en courage et un lieu fermé en une véritable porte d'entrée. Ce soir-là, Byron arrosa les rosiers pendant que le soleil disparaissait derrière les maisons. Il déposa une fleur devant la photographie de Grace et lui raconta tout ce qui s'était passé. Il ne parla ni des millions, ni du partenariat, ni des répercussions de l'affaire. Il lui parla d'Emma, d'Alana et du courage qui avait enfin émergé dans cette salle. Puis il sourit en imaginant Grace lui dire que la dignité ne devrait jamais dépendre des vêtements, du compte bancaire ou de l'approbation de quelqu'un. Le dimanche, il se rendit sur sa tombe et y déposa une autre rose. Avant de partir, il promit de continuer à ouvrir des chemins, car la véritable valeur d'une personne ne peut jamais être mesurée par son apparence.